une fois encore, merci pour votre intérêt, merci pour votre confiance. Cette dernière vidéo ne ressemblera à aucune autre. En effet, je vous propose 5 outils et en même temps 5 points de réflexion pour balayer tout cet espace de confinement et en même temps, je pense, d'interrogation, de peur et pour certaines personnes de drame et de grande tristesse. Il faut faire un mélange le plus humain et le plus harmonieux de tout cela en se posant des questions. Dans les questions que je vais soulever et en apportant certaines réponses, il n'y a pas de créativité scientifique de ma part. Je m'en remets à des consoeurs et confrères qui sont soit mes amis, soit mes correspondants et qui m'ont fourni cette synthèse que j'espère être la plus grand public possible, donc simple et je l'espère par rapport à mes consoeurs et confrères qui me regardent, pas simpliste. Le titre Covid-19, Covid-20 avec un point d'interrogation. Nous sommes encore dans le Covid-19, mais bien le comprendre va permettre peut-être d'anticiper et surtout de ne plus avoir cette pression d'angoisse liée à ce tsunami au niveau sanitaire qui a déferlé sur le monde. Des réponses, nous en attendons tous. Y aura-t-il un vaccin? On se reposera la question, en sachant qu'il s'agit au départ d'un virus ORL, que l'on sait que ce genre de virus, a priori saisonnier, a un pourcentage de mutation très fort. Donc oui, peut-être un virus Covid-19, mais sera-t-il bon pour le Covid-20? Beaucoup de points d'interrogation, en sachant que c'est une piste intéressante, mais de récentes études canadiennes montrent que même pour la grippe que l'on connaît depuis des décennies, eh bien, les bénéfices réels d'une vaccination de masse, en fonction des pays, ne sont pas encore clairement démontrés. Donc il faudra rester, c'est indispensable de faire cette recherche, mais là encore, il faudra vraiment l'apprécier en bénéfice-risque. Des techniques de prévention, je pense que ça sera essentiel. Je pense qu'après cet épisode Covid-19, le monde ne sera plus pareil. On ne voyagera plus pareil. Et je pense qu'on prendra exemple au niveau du travail. Personne ne devra plus aller travailler en étant fiévreux ou en débutant une maladie. Ce sera une règle absolue. Personne ne devra plus voyager s'il se sent fiévreux ou qu'il débute une maladie. Donc, ce n'est pas l'idée de prendre un médicament pour faire tomber la fièvre, et on verra tout à l'heure combien c'est une mauvaise idée, puisque la fièvre est le premier médicament antivirus. Il faudra repenser, toute la communication mondiale au niveau des voyages et des transports. 5 outils de santé, c'est exactement ce que j'ai essayé à travers les différentes vidéos de vous fournir en franchissant les différentes étapes. J'ai essayé d'accompagner les personnes en information parce que, je l'ai souvent répété, il y a la médecine des hommes, ce que décide un gouvernement, certains médicaments, certains gestes de prévention, et ça c'est indispensable, mais également au niveau individuel, nous pouvons réellement remonter notre immunité, la rendre plus forte et donc donner moins de prise au virus. Donc la médecine du corps, régénérer tous nos processus d'auto-guérison, ça fait partie d'une responsabilité personnelle également de se maintenir dans la meilleure santé possible. La grande question qui m'a été souvent posée, il y a des vidéos, il y a des avis de droite, de gauche, est-ce que ceci fonctionne, des vaccins, l'hydroxychloroquine, les antibiotiques, on mélange toutes les infos. Tout ce que l'on regarde, c'est qu'il y a des consoeurs et confrères qui ont de vraies idées, de vrais résultats, et que ça n'a pas forcément directement une preuve scientifique suivant les canons actuels de la recherche, mais pour rejoindre certains confrères directeurs d'unités, l'essentiel est de rester clinicien et surtout, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, replacer l'humain au cœur du débat. Pas les théories, pas le futur, pas les luttes d'influence, l'humain, priorité, la vie, protéger la vie. Alors de quoi parle-t-on? Ça c'est très important, c'est la première question. Vous avez entendu parler de tas de choses, de tas de raisonnements
qui se sont parfois télescopées, qui étaient antinomiques. Il faut savoir de quoi nous parlons. Nous parlons d'une maladie virale. Est-ce qu'on se souvient bien ce qu'est d'abord un virus? Est-ce qu'on se souvient bien comment fonctionne un virus? Et en s'en rappelant, peut-être que cela peut ouvrir la porte à des stratégies de prévention et de traitement. Vous avez entendu, lu, reçu des informations sur des tas de mots qui reviennent inlassablement, mais qui parfois se télescopent, avec des informations très contradictoires. Virus, le maître mot de cette situation. On a entendu parler aussi de bactéries, puisqu'on a parlé d'antibiotiques. On sait que les antibiotiques n'agissent pas sur les virus. Donc s'il y a antibiotiques, il y a forcément une idée de bactéries derrière. La fameuse hydroxychloroquine promet ses limites, mais on verra qu'elles sont bien là. Les antibiotiques, les macrolides, azithromycine, nous verrons aussi leur intérêt. Nous parlons d'une sphère du corps qui est donc ORL, oto-rhino-laryngologie, la partie de notre corps qui est ici, les yeux, le nez, la bouche, l'arrière-gorge et le haut des poumons. Et ensuite, on verra que la pneumologie est aussi impliquée et bien d'autres spécialités. On a entendu parler de fibrose, d'inflammation, on a entendu parler d'intubation, à quel niveau, qu'est-ce qui se passe. On a entendu des choses incroyables. On va faire le tri et on va surtout s'apercevoir, je m'en suis aperçu en discutant avec mes correspondants, qu'en reprenant certaines bases, on arrive à redécouvrir des passages clés où on peut barrer la route à ce Covid-19. Et ce sont ces endroits clés que nous allons analyser et voir comment nous pouvons répondre de la façon la plus efficace possible. Tout d'abord, on parle de virus. Eh bien, on va se remettre dans le monde de cette chose, de cette petite unité pathologique. Supposons que nous prenions comme unité de base l'Himalaya. On va dire que l'homme, un homme, est aussi grand que l'Himalaya. Eh bien, si un homme est aussi grand que l'Himalaya, eh bien, on va dire qu'une cellule du corps de cet homme est grande comme un ballon de football. Que les puristes me pardonnent, il y a des très grandes cellules dans le corps et des toutes petites cellules dans le corps, et si on fait une analyse exacte, ça ne sera peut-être pas au millimètre. Mais c'est l'idée de grandeur. Homme, Himalaya, une cellule, c'est un ballon de foot. Une bactérie, c'est un petit pois. Un virus, c'est un grain de riz. La taille, qu'est-ce que cela a à voir? Eh bien, en réalité, ce n'est pas inintéressant parce qu'on va s'apercevoir qu'une bactérie a une action, je dirais, parce qu'elle n'est pas loin de la cellule, a une action mécanique, physique. Elle peut bousculer la cellule, physiquement, si je peux me permettre l'expression. Alors que le virus est tellement petit, excusez-moi, qu'il ne fait pas le poids par rapport à une cellule. Mais il a une autre qualité, c'est qu'il va s'attaquer au centre de contrôle de la cellule. Ici, il va y avoir une agression physique, alors que le virus va avoir une agression masquée au niveau des centres de contrôle. On peut assimiler une bactérie face à une cellule comme un match de boxe, alors que l'on peut considérer qu'un virus face à une cellule, c'est plutôt quelque chose qui va être de l'ordre de la programmation ou de la déprogrammation d'un ordinateur dans la pièce de notre maison, en supposant que la maison c'est notre organisme. Voyons maintenant, à partir de ces... on voit mieux dans quel monde nous sommes, au niveau des échelles. Voyons maintenant les grandes différences de stratégie entre un virus et une bactérie. Et ça va nous donner des pistes pour mieux prévenir et, je le pense, mieux guérir. Nous nous retrouvons sur une page du tableau qui a l'air très remplie et peut-être complexe, mais vous allez voir qu'avec quelques commentaires, elle est en réalité extrêmement simple. Voici le monde des bactéries et voici le monde des virus. Les mettre en parallèle, comme je viens de l'expliquer, va nous permettre de trouver des points de faiblesse sur lesquels on pourra appuyer pour mieux prévenir et mieux guérir. Une bactérie fait partie du monde du vivant. Une bactérie est vivante. C'est un être vivant très rudimentaire, mais comme tous les êtres vivants, il se nourrit
et il peut se multiplier lui-même à partir de son propre corps bactérien. Bactérie, dans la racine, ça veut dire bâton de marche, parce que les premières bactéries visualisées au microscope avaient la forme d'un bâton, un bâton de marche. Donc bactérie. La bactérie est vivante, ou est définie comme vivante. Elle fait donc partie du biotos, c'est le mot, je dirais, scientifique du vivant. Biotos, c'est le biote, c'est la vie. On voit que la bactérie, comme je l'ai exprimé, est assez proche de la cellule au niveau format. Elle peut être 10 fois plus petite, presque comme une cellule, ou parfois les toutes petites bactéries, presque 100 fois plus petites. Mais grosso modo, une bactérie, quand elle arrive, la cellule la voit physiquement. C'est-à-dire que c'est un combat, entre guillemets, de corps à corps. Donc il y a une attaque. Et quand la cellule est attaquée, on va voir qu'elle va appeler à son secours des lutteurs. Et donc dans notre sang circulent les globules rouges qui alimentent notre sang et nos organes en oxygène. Ça fait circuler l'oxygène pour, à partir de nos poumons, aller le distribuer, cet oxygène, dans tous nos organes. Nos organes ont besoin, pour être nourris, de nourriture avec des lipides, protéines, glucides. Et pour que lipides, protéines, glucides puissent exister cellulairement, il faut qu'ils puissent être consumés, consommés au feu de l'oxygène. Donc l'oxygène sert à métaboliser tout ce que nous mangeons et à le transformer en énergie pour nous déplacer et penser. Les cellules rouges transportent l'oxygène avec le sang. Les cellules blanches, elles sont blanches au microscope, n'ont pas de transport d'oxygène, ce sont nos défenses immunitaires. Défense immunitaire, cellules blanches. Et dans ces cellules blanches, il y a 5 catégories, mais il y en a 2 principales. Il y a une catégorie de lutteurs et il y a une catégorie de stratèges. Les lutteurs sont faits pour les bactéries, c'est du corps à corps. Les stratèges sont faits pour déjouer les stratégies perverses des virus que nous allons examiner tout à l'heure. Donc, une bactérie est vivante, elle appartient au biotos. Elle attaque frontalement les cellules et elles font appel pour se défendre à des grosses cellules musclées, entre autres par exemple les polynucléaires, etc. Et donc, la température déclenchée par cette bagarre de corps à corps est élevée. Quand il y a du combat sur un ring, la température monte et les températures bactériennes, habituellement, je suis en train de parler de grandes généralités, mais elles sont importantes. La température est rapidement au-dessus de 38 degrés, 5. C'est une température qui monte et qui peut rester en plateau de 3 jours vers les 40 degrés. Mais attention, et ça c'est très important, la grande majorité de toutes les bactéries sont bienveillantes, sont positives. Elles nous servent à bien et mieux vivre, à mieux métaboliser notre nourriture, à transformer des vitamines, même à créer des neurotransmetteurs. Les bactéries sont essentielles à notre bonheur et à notre joie de vivre. Et ce sont donc des bactéries positives. Elles se regroupent, entre autres, dans ce que l'on appelle le microbiote. Vous savez, toute cette densité de bactéries qu'on a dans notre tube digestif, presque 1,5 kg, le même poids que notre cerveau. Donc, vous connaissez également ce mot, les probiotiques. Les bactéries sont vivantes, elles appartiennent au biotos et elles favorisent la vie. Ça veut dire qu'elles sont probiotiques. Elles favorisent la vie. Probiotos, je favorise la vie. Certaines bactéries, quand elles sont ou en surnombre pour X raisons, ou avec un déséquilibre de notre microbiote, ou avec une attaque bactérienne, même si c'est très spécial, mais on peut penser par exemple dans l'ancien temps à la tuberculose, et bien à ce moment-là, on devient malade. Ces bactéries, il y en a très peu, mais elles peuvent toutes nous rendre malades. Ces bactéries qui nous sont négatives, eh bien pour les combattre, on va les combattre, mais il faut combattre un ennemi vivant. Donc la personne, et merci à elle, Fleming, qui a découvert la pénicilline, il a bien compris qu'il allait pouvoir éradiquer des pandémies de bactéries
Et il a donc dit, je vais m'opposer à des bactéries vivantes, je vais donc appeler mon médicament antibiotique, contre la vie, pas la nôtre, contre la vie de cellules vivantes qui ont un effet négatif sur notre santé. Les bactéries également, je dirais, sont plus prévisibles et frontales. Je vous l'ai dit, c'est du combat en corps à corps. Donc un combat en corps à corps, c'est visuel. Habituellement, il y a une localisation, une infection urinaire, une infection pulmonaire, parfois une infection du liquide céphalo-rachidien, etc. Et là, on voit, je dirais qu'on arrive à voir la zone de combat. Il y a une zone primaire, et par exemple, la tuberculose, ça va viser les poumons. Ok. Mais si on laisse trop longtemps ces bactéries se développer, elles peuvent sécréter des toxines, elles peuvent avoir je dirais en quelque sorte, attaquer d'autres organes et dérégler notre métabolisme. Et à ce moment-là, il y a un effet secondaire. Par exemple, la tuberculose qui est sur les poumons, qu'on connaît, eh bien, peut devenir une tuberculose osseuse. Nos os, à ce moment-là, se fragilisent. Ils sont malheureusement à la radio un aspect un peu comme un gruyère, ils sont très fragiles. Mais, si l'on comprend bien, nous sommes dans un combat de corps à corps, délimité, compréhensible, avec une arme vraiment intéressante, les antibiotiques. On sait que maintenant il y a des résistances, tout ça, mais globalement on arrive toujours à trouver un biais d'attaque. Le virus n'est pas vivant. Alors vous allez me dire, mais comment il fait pour se transmettre, bouger, etc. Il fait tout ça parce qu'on le rend vivant. On le rend vivant parce qu'au départ, un virus, c'est une sorte d'assemblage de molécules, souvent une molécule centrale avec des mots que vous connaissez, ADN ou ARN, donc des fragments un peu de messages génétiques. Il y a des capsules, c'est entouré, et on sait que celui qui nous intéresse a plutôt cette forme-là, avec plein de petites épines pour se fixer sur les cellules. Mais donc, c'est un amas moléculaire. Si vous le laissez sur une table, symboliquement, de son propre chef, il ne va pas se multiplier, il n'en a pas la capacité. Pour exister, pour devenir vivant, il a besoin de la vie, de nos cellules. Mais ce que l'on sait, c'est que lorsque voilà une cellule, quand une bactérie arrive menaçante, la cellule la voit et se prépare au combat, alors que quand si une cellule est un ballon de football et que ce qui arrive est un grain de sable, si la cellule n'est pas attentive, je dirais quasiment elle ne le voit pas. Elle va le sentir peut-être par certains récepteurs, surtout effectivement si nous sommes immunisés, et auquel cas ça va alerter les fameux anticorps. Mais au départ, c'est un ennemi sournois. Ça, c'est très important. Cet ennemi sournois ne propose pas un combat corps à corps. Il va se fixer, il va s'infiltrer. Comme il a un matériel moléculaire qui ressemble à une partie de notre génome, ou pas, mais qui peut l'influencer, il va s'intégrer et la cellule va devenir folle. À la place d'être favorable à notre vie, elle va juste perdre sa spécificité et se mettre aux ordres du virus. Un petit peu comme si le virus hypnotisait le noyau de notre cellule et lui disait « maintenant, tu fais ce que je te dis ». Elle perd son contrôle et elle va permettre au virus de s'exprimer et à ce moment-là de se multiplier. C'est à travers la vie de la cellule que le virus prend vie. Les températures, est-ce que quand une cellule comme un ballon de football se bat contre un grain de sable, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de batailles? Non, parce qu'au départ, il n'y a pas une bataille physique. Donc la température, usuellement, est plutôt entre 37,5 et 38,5. La température, dans une lutte virale, habituellement, il y a des exceptions pour tout, je parle habituellement, est plus faible, 37,5, 38,5 pour le virus, au-dessus de 38,5 pour la bactérie. Un autre point, virus veut dire poison dans la langue ancienne avec la racine latine. Donc, sur la grande majorité des virus, il existe des virus, je dirais, bienveillants dans la nature, mais essentiellement tout ce qui est viral, donc tout ce qui va être un codage différent de ce qui nous rend en pleine santé, ça va être plutôt toxique. Donc les gens
qui ont découvert les différents virus ont tendance à penser qu'effectivement, le virus est plutôt un poison, vous voyez, quelque chose de moléculaire et de bactérien. Quand la cellule repère que quelque part, je dirais, elle n'est pas au niveau pour se battre contre ce grain de sable qu'elle n'arrive pas bien à percevoir, eh bien elle fait appel à une autre forme de défense. Ici, ce sont des lutteurs. Ici, elle va faire appel à des stratèges en disant « mais trouvez-moi, reprogrammez-moi pour que je puisse voir ce grain de sable et me déplacer et l'écraser ». Elle ne peut pas le faire en première intention. Les stratèges de notre corps, ce sont des globules blancs également. Ici, ce sont des globules blancs musclés, macrophages, etc. Ici, ce sont des globules blancs stratèges qu'on appelle des lymphocytes. Le mot est connu maintenant, il y en a des tueurs, il y en a qui s'adaptent, c'est ce qui crée ce qu'on appelle les réponses immunitaires, et ces lymphocytes vont sécréter des programmes informatiques pour s'opposer au virus que l'on va appeler des anticorps. Le virus en tant que tel a un codage qui va nous perturber, qu'on appelle un antigène, il vient nous pourrir les gènes, et nous, on va créer un codage contre ce virus et on va l'appeler anticorps. Le corps, ça, étant celui du virus. Il n'existe pas de molécules antivirus. Beaucoup de laboratoires sur ce dernier demi-siècle ont essayé, il existe des choses qui influencent notre immunité, mais un antivirus pur n'existe pas réellement pour l'instant. On s'approche de choses qui vont être utiles, mais il n'y a pas la même réponse à un virus, franche et directe, par rapport à une bactérie. Donc on pense que les vaccins, le mot vaccin est intéressant. Quelle est l'idée d'un vaccin? C'est qu'on s'aperçoit que lorsque pour la première fois une cellule rentre en contact avec un virus nouveau, elle ne le connaît pas. Donc le virus va la truander sur tous les plans, va l'hypnotiser, va lui dire de faire n'importe quoi et elle va subir. On va subir au début du Covid, elle va lui dire inflammation dans la gorge, la toux, des douleurs dans les membres, etc. Mais la cellule réalise quand même dans son demi-état d'hypnose qu'elle est attaquée. Elle met donc des warnings. Premier warning, premier médicament sublime, je l'ai toujours pensé, la fièvre. C'est pour cela que dans mes 5 recommandations principales, je conseille toujours de ne pas combattre la fièvre. Pas d'ibuprofène, pas de paracétamol, pas d'aspirine, acide acétylsalicylique. Parce que la fièvre est le premier médicament puissant antivirus. Parfois, ce médicament de la médecine du corps n'est pas suffisant, mais ça barre déjà, à cet endroit-là, la route au virus. Donc, retenons-le, c'est très important. Ensuite, le vaccin. Je pense que ça va être une grande course humaine en priorité, je le suppose et je l'espère, forcément commercial en deuxième intention, en essayant de ne pas inverser ces 2 priorités. Mais l'idée est assez, encore, c'est pas très concluant si on pense juste avec un peu de recul. C'est un virus en première intention ORL. Virus saisonnier, ça peut ressembler en étant différent, mais un virus type grippe. Et on sait maintenant que ce virus, on s'en est déjà aperçu sur des tests sanguins, que si 20 personnes ont le Covid-19, ces Covid-19 ne sont pas tous les mêmes. Donc déjà dans ce Covid de cette année, il y a différentes formes virales. Donc imaginez une année de plus, il y aura peut-être des dizaines de transformations. Est-ce que le vaccin qui va être trouvé sera opérationnel? Alors je l'espère de tout mon cœur. Je ne le sais pas. Et à ce stade de ce que nous savons, ça reste une piste très importante, mais avec des promesses et des limites qu'il faudra examiner de près. Je souligne, je ne dis pas que c'est une mauvaise piste, je suis en train de dire où nous en sommes en fonction de ce que nous savons. Ensuite, il se passe quelque chose de très important au niveau du virus. Ici, c'est du frontal, c'est-à-dire qu'au départ, sur l'espace du corps, ça c'est localisé, sur les poumons, c'est là et c'est là où est le combat. Et si on gagne ce combat, eh bien, on a de fortes chances que la maladie soit totalement éradiquée. Il faut retenir que dans un virus,
C'est un petit peu comme, je l'ai dit, un état d'hypnose. Le virus arrive, pénètre dans la cellule, hypnotise le noyau et lui dit « Quand tu vas te réveiller, tu vas déjà commencer par me permettre de me multiplier. Donc tu vas mettre à mon service les fonctions de multiplication de la cellule, de ma propre molécule. Ensuite, tu vas aller vers la gorge. Ensuite, tu vas assécher les voies respiratoires. Ensuite, tu vas aller vers un peu le microbiote et tu vas l'influencer pour qu'une bactérie qui était dormante émerge. Et nous verrons qu'il peut y avoir d'autres influences. Donc un virus a souvent une influence primaire, une influence secondaire et une influence tertiaire. Et ça, c'est très important dans la stratégie parce que quand on voit qu'il y a de l'ORL, c'est bien. Mais maintenant, on sait que derrière, il y a du bactérien, ce qui commence à expliquer pourquoi on parlait aussi d'antibiotiques. Et on voit qu'en tertiaire, malheureusement, il n'y a quasiment plus de virus, mais il y a un dérèglement de tout l'organisme par cette espèce d'hypnose virale incontrôlable. Voilà, nous nous retrouvons pour la dernière page de présentation. Je vous avais demandé un petit quart d'heure de patience et d'intérêt, je pense que c'est une petite demi-heure. J'espère que vous êtes toujours avec moi parce que j'ai effectué cette vidéo, j'ai réalisé cette vidéo avec une très grande motivation parce que à travers cette synthèse que l'on m'a offerte, je pense que si vous comprenez bien comment cela fonctionne, ça va éloigner de vous certaines peurs, un petit peu immatérielles, et vous allez mieux comprendre les enjeux, par exemple des règles d'hygiène, les enjeux du confinement individuel et les enjeux de cette immense importance de prendre soin de votre médecine du corps, parce que cette médecine du corps est directement liée à votre système immunitaire et à votre terrain de défense immunitaire. Et plus votre terrain est fort, plus le Covid est faible, jusqu'à, dans certains cas, ne pas exister. Ça, c'est idéal. On ne peut pas prendre ce risque, mais c'est vraiment l'idée fondamentale. Donc, on est maintenant dans la conclusion et on ne s'intéresse plus qu'au Covid-19. C'est un virus, maintenant vous le savez, c'est tout petit, ça programme, etc. Vous avez bien vu la différence entre virus et bactéries. Celui-ci, il existe des virus à ADN et à ARN, a priori celui-ci est à ARN. Et on va parler des effets primaires, secondaires et tertiaires, tels qu'ils sont pour l'instant, je dirais, présentés, envisagés. Ce sont des pistes, mais en les regroupant, ça donne, je pense, de nouveaux élans parce que, au-delà des pistes, il y a des consoeurs et confrères qui ont intuitivement appliqué ils ont eu certains réflexes cliniques de leur expérience et ça a porté ses fruits. Et ça a donné voie à de nouvelles pistes que je vais vous exposer aujourd'hui. En effet primaire, l'effet primaire, c'est un petit virus qui est sensible à la chaleur, qui est, déjà on peut commencer par vraiment lui barrer la route avec juste une fièvre qu'on ne combat pas, des boissons chaudes pour drainer la gorge. Je le répète parce qu'à chaque fois, j'ai des commentaires parfois très violents. Je ne dis pas que les boissons chaudes soignent le Covid-19. Je l'ai répété 1000 fois. Mais qu'il est favorable à barrer en première intention la route de la charge virale. Et ça, c'est déjà très important. L'effet primaire, c'est ORL, c'est cette sphère. On peut voir de la fièvre, modérée habituellement, de 37,5 à 38,5, mais très très rarement au-dessus. Des douleurs, de la toux. La toux est un bon marqueur et dans les vidéos que nous avons partagées, je vous ai proposé un test sur la toux qui n'est pas infaillible, mais au moins je dirais dans ce qu'il peut apporter le plus fiable possible. Des maux de tête, une accélération du transit, des nausées et une perte, ça c'est intéressant aussi, une perte de goût ou d'odorat. Quand vous êtes confronté à ces symptômes, c'est-à-dire que on vous dépose la disquette, vous l'avez mise dans votre ordinateur et vous êtes au premier niveau du jeu, si on le peut, on ne va pas plus loin, on n'active pas les bonus. Comment faire pour ne pas activer les bonus? Faire de la prévention. Alors, idéalement, la plus grande des préventions du Covid-19, c'est de ne pas l'attraper. C'est une lapalissade, mais elle n'est pas inintéressante, parce qu'elle propulse au premier plan
toute l'importance de la prévention en tant que directive gouvernementale, avec des nuances d'un pays à l'autre. C'est pas aujourd'hui pas dédié à une polémique. On verra à la fin les pays qui ont eu la meilleure stratégie, ou par réflexion ou par intuition, et à partir de là, nous aurons, je dirais, le meilleur en prévention pour combattre le futur virus. Donc, dès que quelque chose se présente, confinement individuel, c'est une clé colossale. Le confinement individuel, à mon avis, sera la clé de tous les nouveaux moyens de transport internationaux, avions, trains. Il y aura des règles. On ne voyage pas si on est fiévreux. On ne voyage pas si on débute quelque chose ou qu'on se sent un petit peu mal. Ce sera une vraie règle qui est déjà très très bien appliquée en Allemagne. Si on se sent fiévreux en Allemagne ou au Japon ou en Corée, on ne va pas travailler. Ce n'est pas on n'est pas mal vu si on ne va pas travailler. Tout de suite, on ne va pas travailler. On fait du confinement individuel chez soi pour se protéger le mieux possible en se reposant et en laissant monter la fièvre, et surtout pour protéger les autres. Ça, c'est très important. Le confinement individuel, masque, gants, c'est la fameuse, avec un clin d'œil, la fameuse stratégie Batman, que c'est le nom de code pour les Américains, c'est-à-dire comme le super-héros, masque et gants. Voilà, ça c'est vraiment garder ça en mnémotechnique. On se protège soi-même et on protège les autres. Si je ne l'ai pas, je ne l'attrape pas. Si je l'ai, je ne la transmets pas, cette maladie. Je viens de le dire, les voyages seront hyper surveillés avec des caméras thermiques, parce que quand il y a un virus qui apparaît quelque part, s'il peut rester là, et si on peut aider de toutes nos forces ce pays qui est touché, mais que ça ne vienne pas dans les autres pays pour faire une pandémie, c'est idéal. À ce moment-là, tous les pays peuvent aider ce pays. Là, c'était plutôt tous les pays qui essayaient de s'entraider le moins mal possible. Et un maître mot également, bon, je ne parle pas du lavage des mains, etc. L'hygiène quotidienne reprend toute son importance. Et les tests, voilà. Si dans une population maintenant qui est agressée par un virus, on peut tester, isoler ceux qui sont positifs, ceux qui sont porteurs et non porteurs, traiter les porteurs avec ensuite un temps de convalescence par un isolement individuel de 15 jours, et ensuite laisser aller, mais toujours en étant en confinement individuel, ceux qui ne sont pas infectés pour qu'ils ne s'infectent pas ailleurs, c'est une stratégie de base qui, à mon avis, déjà casse énormément toute la pandémie. Donc, les tests, isolés à droite à gauche, et ensuite, il y a des pistes maintenant qui sont à l'étude. J'en ai parlé tout à l'heure, les vaccins. Oui, non, c'est un virus qui mute très rapidement et fortement. Déjà en 2019, il y a plusieurs variations du Covid-19, donc soyons pleins d'espoir, mais avec des promesses et des limites. Ensuite, il y a des gens qui ont déjà proposé des tests sur des anticorps à partir du plasma. Ça semble prometteur. Il y a des pistes. Voilà, c'est très très important. Ensuite, il y a un effet, on parle en effet secondaire. Ça, on rentre on n'est plus juste dans la grippette. On va passer avec une toux plus importante, une gêne respiratoire. On sent qu'il se passe quelque chose. On se dit, comment ce petit virus pourri vient justement nous pourrir encore plus la vie? Comment c'est possible? Parce que, je le répète, la taille n'y est pour rien. Un virus, c'est un programme. C'est le côté très pervers du virus qu'il ne faut jamais, faut toujours garder à l'esprit. Et donc, c'est très important, dans toutes les stratégies, de barrer la route le plus vite possible au virus. Donc, pour les effets primaires, barrer la route, c'est le confinement individuel, s'arrêter dès qu'on ressent les symptômes, se reposer, se coucher immédiatement, se protéger et protéger les autres, laisser la fièvre opérer le premier barrage antivirus, les boissons chaudes, et ensuite vraiment le repos, la convalescence. Et dès qu'on va mieux, reprendre le confinement individuel pour protéger les autres. Nous sommes guéris, mais les autres, nous sommes encore contagieux pendant 15 jours. Donc protéger les autres. Ça, c'est fait. On a déjà beaucoup de stratégies pour barrer. Ici, au niveau des effets secondaires, on voit que en codage, ce virus peut favoriser l'émergence, je ne décris pas tout ce
qui a été, avec des confrères extrêmement pertinents, de toutes les techniques, mais je décris ce qui se passe. Ça va favoriser, les ordres donnés par le virus vont favoriser l'émergence d'une bactérie dormante qui semble être de type Prevotella. Donc il y a une influence à démontrer également, mais qui semble être par rapport au microbiote, où il va y avoir une sorte de sélection. On va influencer, vous voyez, le virus va donner un codage qui va influencer la répartition bactérienne, peut-être déjà au niveau un peu digestif, c'est pour ça qu'il y a certaines diarrhées, et au niveau pulmonaire. Et on sait qu'au niveau pulmonaire, des bactéries dormantes très sympathiques, on a vu qu'il y a plein de bactéries gentilles, mais il y en a certaines qui sont gentilles et qui deviennent méchantes si elles sont en trop grande quantité, parce qu'elles se bousculent, parce qu'elles n'ont pas assez de place, que ça les énerve et qu'elles deviennent agressives, comme les êtres humains. Donc, il y a cette modification et à ce moment-là, l'effet secondaire principal de ce virus est bactérien. Alors à ce moment-là, ça prend une importance tout à fait intéressante d'avoir quelque chose qui va combattre du bactérien. Et ce qui combat les bactéries, la vie, ce sont les antibiotiques. Je l'ai dit tout à l'heure, on va choisir une classe d'antibiotiques ciblant prioritairement les tissus ORL et pulmonaires. Les macrolides en font partie. Et il y a des molécules comme azithromycine, érythromycine, c'est toutes ces classes, il y en a des dizaines. Et on voit qu'il y a un chercheur marseillais, le nom est connu maintenant, professeur Didier Raoult, qui a proposé au départ hydroxychloroquine. Alors vous allez me dire, mais que vient faire, au fait c'est quoi l'hydroxychloroquine, ça sert à quoi? Ça sert à un moment, quand le virus commence à rentrer à l'intérieur de votre corps. Si je compare à une disquette, vous avez mis la disquette, vous cliquez sur les bonus, et là, il va y avoir des dizaines de choses qui vont se mettre en mouvement. L'hydroxychloroquine écrase un peu tout ça. Elle ne permet pas au virus de libérer toutes ces informations. En un mot, ça écrase un peu la charge virale. Au lieu d'avoir une agression comme ça, on va avoir une agression comme ça. Et l'avantage énorme, c'est que quand on est ici, on n'a pas du tout les mêmes symptômes aussi agressifs que quand on est là. Donc ça écrase la charge virale. Donc l'idée, je mets ma disquette, j'écrase ma charge virale, donc j'ai moins d'informations qui arrivent. J'ai quand même laissé passer l'information sélection de bactéries. Je couple ça avec azithromycine. Et on a vu qu'une consoeur avait groupé 2 macrolides et que ça marchait aussi très bien. Et donc là, j'ai à ce moment-là, une deuxième fois, barré la route aux effets du virus, parce que le virus, en donnant tous ses ordres, il s'épuise aussi. Donc on a une deuxième étape ici. Pour le stade 1, je vais répéter, parce que je les avais mis ici, vous vous souvenez donc ici, je les avais relistés, et j'avais oublié de préciser qu'on peut également soutenir la médecine du corps avec vitamine C, vitamine D et zinc. Confinement individuel, stop. Je mets un stop, ça veut dire que dès qu'on se sent fiévreux ou souffrant, stop. On ne travaille plus, on ne voyage plus. Alors, toujours un bémol et un immense pensée pour les mamans qui peuvent être seules, tout ça. Alors, un masque. Et elles essayent de se limiter, de se faire aider. Des voisines vont leur faire les courses, etc. Et le plus vite possible. Si on peut garder les enfants, je pense que là, il y a une entraide qui peut se mettre en place. Mais plus la personne attend, plus elle peut être malade, parce qu'elle ne prend pas de repos, et plus elle peut contaminer. Donc vraiment, c'est une question de responsabilité individuelle. Les boissons chaudes, je propose, et beaucoup de gens ont confirmé, le premier jour avec la fièvre, si on laisse la fièvre, on n'a pas faim. Jeûner un jour pour que toute l'énergie du corps soit au service du système immunitaire, pas de l'estomac. Si on prend du paracétamol, l'aspirine, eh bien la fièvre va tomber, on va se sentir mieux, on va continuer à faire ses activités, on va regarder un bon film, on va manger, et pendant ce temps-là, le corps est en train, lui, de combattre au niveau de ses lymphocytes, de ses programmateurs pour s'opposer au virus. Il faut lui donner l'énergie. Si on lui coupe cette énergie, on permet au virus de pénétrer
plus profondément dans le corps. Repos plus test et le test aussi pour la toux. Pour terminer, il y a un stade 3. Et bien dans ce stade 3, je serai, je dirais, beaucoup plus court et modeste parce que j'ai eu des informations et je pense que tout le monde reste encore à des interrogations. Je vous livre ce qui, à ce jour, je dirais, tient lieu d'observation, d'expérience et d'hypothèse. Donc, à l'appréciation de recherche de tous les gens qui m'écoutent. Prenez quelques instants pour découvrir les 2 hypothèses scientifiques les plus crédibles à ce jour. Il vous faudra à peine 5 petites minutes. Si ces précisions vous semblent trop complexes, alors passez directement à la conclusion. Hypothèse 1. Fiabilité 13-14 sur 20 à ce jour et encore à valider. L'hypothèse observation scientifique et clinique la plus crédible semble être celle d'une phase 3 sous forme d'un orage de cytokines incontrôlable. Plus simplement, nous parlerons d'une hyperinflammation de tout le tissu pulmonaire avec pour conséquence une fibrose massive puis asphyxie. Et cela en dépit du respirateur, car c'est le tissu du poumon lui-même qui n'est plus fonctionnel et non la fonction pulmonaire biomécanique, en un mot, l'acte de respirer. Si les anti-inflammatoires de type ibuprofène, corticoïdes, etc. sont formellement déconseillés au début de l'infection, car ils diminuent la force et la réactivité de nos défenses immunitaires, les fameux globules blancs antivirus, les lymphocytes. Ces anti-inflammatoires deviennent ici essentiels s'ils sont associés à des antivirus grippaux de type Zanamavir. Des traitements en cours d'expérimentation associent donc le Zanamavir avec 2 puissantes anti-inflammatoires ciblant nos cytokines déchaînées par le Covid-19, célécoxib et mésalazine. Nous croisons les doigts pour que cette thérapie soit la plus fonctionnelle. Hypothèse 2. Fiabilité 9-10 sur 20 à ce jour, à valider également. Moins validée scientifiquement à ce jour, mais néanmoins scientifiquement crédible, l'hypothèse d'une glycoprotéine issue du virus lui-même qui viendrait se fixer sur notre hémoglobine en se substituant à l'atome de fer. Atome de fer essentiel, car c'est grâce à lui que nos globules rouges transportent l'oxygène vers chacun de nos organes. À cela 2 conséquences. Un sang qui ne peut plus fixer l'oxygène et donc une asphyxie progressive de tous nos organes et les poumons eux-mêmes. En 2, des atomes de fer expulsés par cette protéine du Covid-19 qui deviennent alors très toxiques pour tous nos tissus, car le fer en tant que tel n'est pas toxique, mais uniquement quand il est enfermé et maîtrisé dans l'hémoglobine de nos globules rouges. Ce qui provoque une fibrose de tout le tissu pulmonaire et donc une asphyxie pulmonaire qui se couple avec l'asphyxie organique. À ce stade ultime, les propositions thérapeutiques sont plus floues et plus complexes. Il a été proposé le caisson hyperbare, transfusion massive, l'exanguinotransfusion. Mais il semble que les 2 hypothèses peuvent aussi se combiner, la première précédant la seconde. Et de contrôler la première permettrait de ne pas passer à la seconde. Mais encore une fois, la meilleure solution semble assurément de ne jamais atteindre ce stade 3 en regroupant tous les moyens de prévention de la médecine du corps et de la médecine des hommes. Il y a une intuition qui est ce qu'on appelle une intuition de terrain, c'est-à-dire qu'il y a la science et que beaucoup de choses qui ont servi l'être humain sont un mélange entre la science et le bon sens. J'inclus dans le bon sens l'expérience. Science plus bon sens, c'est ce que je pense qu'on peut appeler une science en conscience. Et peut-être une conclusion qui dépasse tout cela, le déconfinement est proche. Et je dirais que la clé du déconfinement, c'est de comprendre que toute la phase de déconfinement sera,
je dirais quelque part douce et progressive, si on comprend que déconfinement ne veut pas dire fin de la pandémie, mais décroissance de la pandémie et hyper importance de tous les gestes de prévention. La clé du déconfinement collectif, c'est l'hyper-confinement individuel. Se balader avec un masque et des gants pendant 3 semaines, par respect pour l'humanité. C'est très très important. Et ensuite, il y aura certainement encore des personnes malades. S'il vous plaît, qu'elles appliquent ces règles, ces 5 règles de base. Dès que quelqu'un est malade, isolement, et on prend soin de lui. Il n'y a pas de stigmatisation. Tu es malade aujourd'hui, je serai peut-être malade demain. Mais vraiment appliquer des règles. Et je pense qu'à partir du moment où nous allons appliquer la fameuse stratégie Batman, changer nos réflexes de voyage à titre personnel et à titre gouvernementaux, les caméras thermiques, etc. Je pense qu'en prévention, on barre déjà la route au virus. En effet primaire, on la barre aussi, c'est possible. Et en effet secondaire, et ça devrait s'arrêter là. Je pense que plus ces mesures seront mises en place, plus le Covid-19 déconfinement sera faible. Et c'est vraiment un message d'espoir, mais en conscience. Je pense que le Covid-20 existera peut-être au niveau moléculaire, pourquoi pas, mais n'existera absolument plus au niveau pandémie. Je le souhaite de tout mon cœur et je terminerai par une pensée qui m'a touché quand je l'ai croisée sur Internet. C'est une phrase, je vais paraphraser, excusez-moi, mais elle m'a marqué. C'est une phrase de Camus sur un ouvrage peu réjouissant qui s'appelle La Peste, mais donc voilà, ça peut aussi nous concerner. Et à un moment, il dit que c'est au moment des fléaux, c'est un fléau ce qui nous a touchés. C'est là, comme beaucoup d'hommes d'État l'ont dit, on peut voir le meilleur, malheureusement, et le pire. Hein, parce que le virus a aussi Dr Jekyll et Mr Hyde, mais l'être humain aussi. Mais par contre, ce qu'il a observé, c'est que toutes les périodes de fléau permettaient à un moment, au niveau d'une humanité, l'expression du meilleur de nous-mêmes. Et pour le déconfinement, la seule chose qui me vient à l'esprit, que ce soit pour les consoeurs et confrères ou les gouvernements ou toutes les personnes qui nous ont écoutés, c'est on a été confinés, on a eu des peurs. De déconfiner, ça va nous libérer. Que cette libération soit une libération du cœur avec un sourire du corps et de l'esprit. C'est-à-dire aller voir dans les pays ce qu'ils ont fait de mieux. Regardez ce que notre gouvernement a fait de mieux et de moins bien, mais pour ne pas refaire le moins bien, mais ce qu'il a fait de mieux, ce que les médecins ont fait de mieux. Et centraliser le mieux de tout ce que les êtres humains ont fait pour pouvoir trouver les meilleures solutions pour barrer la route au virus et ne pas laisser d'énergie à la haine, aux politiques, aux critiques, tout ce qui va être, je dirais, politique de chasse aux sorcières sera de l'énergie perdue. Concentrons-nous sur l'essentiel, sur le positif de notre prochain pour faire je dirais, une grande énergie antivirale qui doit porter un nom très très simple, qui s'appelle la fraternité.